Bonsoir et bienvenue dans le 18h Politique et bonsoir à vous Maurice Perrion. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici la carte d'identité de notre invité. Vous venez de fêter vos 60 ans, il y a une semaine. Vous êtes géomètre topographe et gérant d'un bureau d'études installé à Ligné, votre commune, dont vous êtes le maire depuis 20 ans déjà. Une petite commune du Nord-Loire de 5000 habitants. Et depuis l'an dernier, vous présidez l'association des maires de Loire-Atlantique, les maires et les présidents de communautés et de communes. Association qui se mobilise ce week-end contre la baisse des dotations de l'État. Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Mais tout d'abord, l'actualité de la semaine que vous savez comme d'habitude et les partis qui se positionnent pour les élections régionales de décembre sur Twitter. Le compte Pays de la Loire 2015 annonce une 11e liste, celle de Lutte ouvrière. Elle sera conduite comme en 2010 par Eddy Lebelair, technicien au chantier naval de STX de Saint-Nazaire. L'Union populaire républicaine sera également en lice dans ces élections. Presse Océan nous apprend que ce parti politique opposé à l'Union européenne a choisi Alain Parizeau, leur délégué régional, comme tête de liste. Alain Parizeau, un Nantais de 53 ans, commercial dans une PME. Et puis toujours dans Presse Océan, on apprend que Debout la France espère créer la surprise lors de ces élections. Nicolas Dupont-Aignan vise le deuxième tour. Il est venu apporter son soutien cette semaine à sa tête de liste dans les Pays de la Loire, Cécile Belle de Gessé, une Sartoise de 67 ans, ancienne conseillère régionale villiériste. Du côté du PS, eh bien, Christophe Clergeau a lancé officiellement sa campagne cette semaine. C'était dimanche dernier à la fête de la Rose de Préfailles. Sous les averses, vous le voyez, mais avec des soutiens de poids, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, pour qui la victoire de la droite représenterait un risque pour la région. Le risque, c'est le retour en arrière, c'est le conservatisme, la droite la plus fermée, la plus étriquée, celle que incarne Bruno Retailleau. C'est pas bon pour la région, c'est pas bon pour les gens. Et Christophe Clergeau incarne cette nouvelle génération d'hommes et de femmes, comme c'est le cas à Nantes avec Johanna Roland ou David Samzin à Saint-Nazaire, qui peuvent porter la région des Pays de la Loire pour réussir les combats du futur. Voilà, Maurice Perrion, vous allez sans doute vouloir réagir puisque vous êtes vous-même candidat pour ces élections régionales, précisément sur la liste UMP et UDI menée par Bruno Retailleau, la droite fermée, étriquée, la droite dure. Vous pensez que c'est une exagération ? C'est pas très courtois pour nous, les gens de droite, en fait. Non, c'est pas la droite dure. Il y a effectivement les Républicains associés donc aux centristes. Bon, les centristes vont donc adoucir cette droite, à mon sens, du fait. En plus, il y a le MoDem qui nous accompagne, donc je pense que ça c'est acté. Hein. C'est acté, donc il y a un équilibre politique qui est trouvé. Et je pense que non, c'est pas la droite dure, c'est la droite, tout simplement. C'est peut-être ça finalement la campagne qui va être dure. Ah, par contre, il est possible. Vous avez déjà vécu une campagne des élections régionales ? Oui, j'ai été sur la liste donc, de Gisèle Gauthier il y a quelques années. C'est effectivement très prenant, mais ça permet d'aller à la rencontre des élus et de nos concitoyens. Donc c'est très agréable en fait de faire une campagne. C'est compliqué de faire une union comme ça entre des formations politiques qui n'ont pas forcément les mêmes convictions sur les différents domaines ? Alors, il y a les hommes et les femmes d'un côté et il y a le projet. Donc lorsque l'on a bien calé le projet, voilà. Après le reste en découle. Donc il y a une répartition de forces politiques bien équilibrée. Donc nous sommes en négociation, mais tout se passe bien. Ce n'est pas très dur. C'est juste. Même si on n'est pas d'accord, on s'entend quand même. On est d'accord sur. Tout le monde est d'accord sur les grands principes. Après, voilà, il y aura les débats donc politiques lorsque nous serons installés à la région. Mais pour l'instant, nous travaillons sur le projet. Il faut que le projet soit bien calé et qu'il soit acceptable par tous. Allez, également dans l'actualité de la semaine, 2 navires de guerre à vendre et à neuf à Saint-Nazaire. Les 2 Mistral dont la vente a été annulée cet été en raison de l'implication de Moscou dans la crise ukrainienne. L'Assemblée nationale a approuvé cette décision ce matin. Il n'était que 21 députés dans l'hémicycle et a participé au vote. 4 pays sont d'ores et déjà candidats au rachat, le Canada, l'Inde, Singapour et l'Égypte. Vous pensez que c'était une bonne décision d'annuler cette vente à la Russie ? Je pensais que la guerre froide était terminée, mais bon, a priori non. Lorsque moi, contactons un contrat, en principe, lorsqu'il est signé, on va au bout. Voilà, donc il y a eu une décision politique. Alors la diplomatie
c'est quelque chose sans doute d'exceptionnel. Il faut le vivre de l'intérieur. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir arrêté ce contrat. Il aurait fallu aller jusqu'au bout et vendre ces 2 Mistral à la Russie. On y réfléchit avant, parce que je ne pense pas que le problème est arrivé comme ça, de but en blanc. Lorsqu'on a un contrat, on le respecte. Et lorsqu'on voit les transactions de 900 et quelques millions d'euros, au bout du compte, je ne suis pas certain que ça reste là. Ce sera sans doute beaucoup plus. Il y a certainement... Voilà, une autre façon de voir les choses, à mon sens. Il y a des pays qui vont, semble-t-il, se porter acquéreur pour ces Mistral. Il y aura sans doute, il y aura lieu donc de faire des équipements nouveaux, puisque les équipements technologiques à l'intérieur sont importants et sont propriété donc, de la Russie. Il va falloir tout démanteler, donc, ce qui a été mis en place, et ça me semble bien complexe. Je pense qu'on est en deçà du prix annoncé. Et puis les élus se mobilisent aussi pour l'accueil des réfugiés syriens. Une dizaine de communes sont concernées en Loire-Atlantique. Le courrier du Pays de Ré évoque le cas de Saint-Viaud sur Twitter. La ville de Saint-Nazaire a mis en place un numéro vert pour permettre aux habitants de faire des dons, des vêtements, de la nourriture. Ils peuvent aussi s'inscrire pour proposer un accueil. Maurice Perrion, vous étiez à La Réunion hier en préfecture pour parler de ce dossier. Où en est-on aujourd'hui ? Alors la préfecture a mobilisé l'ensemble des bailleurs sociaux sur le territoire. Il y avait une réunion d'information la semaine dernière avec M. Cazeneuve sur les intercommunalités et puis les communes qui étaient donc déjà qui était parti sur le sujet. Donc la réunion d'hier après-midi nous a informé de dispositions qui allaient être prises. Il y a les migrants d'un côté, il y a toute la partie administrative pour axer ces migrants sur les grandes villes. Et puis il y a donc cette mobilisation des communes. Alors vous avez cité Corsay, effectivement, plusieurs communes du littoral se sont associées. Je pense que c'est l'intercommunalité qui a dû être précurseur à la matière. Parce que j'ai proposé. Pourquoi l'intercommunalité ? Eh bien, l'intercommunalité a la compétence logement. Donc, c'est sans doute la structure qui est la même. Voilà, ils sont les mieux à même de pouvoir gérer et connaître donc, les logements qu'il y a de disponibles sur le territoire. Mais il faut faire très attention. Je pense qu'il faut quand même, malgré tout, conserver ces familles pas très loin de l'agglomération, puisqu'il y a tous les problèmes de transport qui vont être liés donc, à leur mise en place donc, de ces familles. Et il ne faut pas les éloigner pour qu'ils puissent donc être encadrés facilement par l'ensemble donc, des organismes. Donc vous n'accueillerez pas de migrants, de réfugiés chez vous à Ligné ? Nous sommes dans la deuxième couronne, nous ne sommes pas très loin de Nantes. Ouais, donc vous avez prévu de le faire ? Deux familles se sont donc manifestées pour faire l'accueil. Et les premiers réfugiés, vous savez quand ils vont arriver ou pas ? C'est très compliqué en fait. Donc il y a donc les rassemblements qui sont faits. Les décisions administratives sont certainement très longues. Je pense qu'on n'aura rien en place avant plusieurs semaines. Alors d'ici là, une autre actualité vous mobilise entièrement, c'est l'appel du 19 septembre pour les communes de France. Le 19 septembre, c'est samedi, tout simplement. Un appel national pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Expliquez-nous ce qui va se passer concrètement dans les communes qui participent à cet appel. Alors, le choix du 19 septembre, c'est symbolique. En fait, c'est la journée du patrimoine. Donc, 19 septembre, les communes, patrimoine en danger. Voilà, donc chaque commune donc, est libre de faire celle qu'elle veut pour ouvrir au public leurs locaux. Ce matin, donc, j'avais une réunion à l'Association des maires où j'ai demandé aux 4 présidents de maires donc, de la Mayenne, Sarthe, Vendée et Maine-et-Loire d'être présents. Donc nous avons pu échanger. Chaque commune donc, est sollicitée pour ouvrir donc, sa mairie et faire signer en ligne donc, la pétition donc, aux administrés en expliquant la problématique auquel on est confronté. Il y a combien d'élus, combien de communes qui vont se mobiliser ? Combien on dit dans la Loire-Atlantique ? En Loire-Atlantique, une bonne centaine pour l'instant, mais les gens... Une bonne centaine sur 221 communes. Voilà, mais les communes n'ont pas forcément dit qu'ils allaient le faire, mais comme ils ont tous les éléments pour pouvoir non, ils ne sont pas déclarés, voilà. Ils n'ont pas déclaré qu'ils allaient le faire. Donc vous n'avez pas de chiffre de participation Je pense qu'après cette émission de ce soir, demain matin, on va avoir quelques éléments, j'espère.
C'est extrêmement rare de voir des élus se mobiliser contre l'État. C'est signe d'une grande colère qui est montée crescendo depuis ces derniers mois. Alors, les maires, les élus, en général, ne sont pas des frondeurs. Hein. On n'est pas vent debout contre l'État. Seulement, on est confronté à plusieurs problématiques. Des baisses de dotations drastiques, donc des dotations de l'État. Donc, je dis bien des dotations, ce ne sont pas des subventions, c'est un dû, des dotations. C'est 30% de baisse. 30% en 3 ans. Et ces dotations, elles servent à quoi, habituellement ? Eh bien, ces dotations servent donc à investir, donc à engager des travaux divers, de voirie, de bâtiments, et puis de réhabilitation d'ensemble des bâtiments communaux qu'on peut avoir sur notre commune. Mais ce qu'on demande, en fait, on est d'accord pour participer au déficit de l'État. 84 milliards, il faudra sans doute y mettre beaucoup de bonne volonté. Mais nous, 30% en 3 ans, c'est pas acceptable. Ce qu'on demande, c'est un échelonnement sur la mandature, donc sur 6 ans, justement pour pouvoir donc équilibrer nos budgets. Parce qu'il n'y a pas que les infrastructures qui vont en souffrir. Nous avons toutes nos associations qui vont peut-être aussi avoir leurs subventions qui vont baisser, puisque il y a ces baisses de dotation, toutes ces normes qui viennent se rajouter les unes aux autres. Et, ces normes, c'est-à-dire toutes ces normes donc, de restructuration des bâtiments, les accès handicapés qu'il faut faire. Mais il faut du temps pour faire tous ces travaux. Et puis, vous savez, on a eu des transferts de charges qui ne sont pas compensés par l'État. Je prends, par exemple, l'instruction des permis de construire, le droit du sol, était instruit donc, par l'État jusqu'au 1er juillet. Les intercommunalités ou les communes donc, ont eu l'obligation de prendre cette compétence. Je prends l'exemple du Pays d'Ancenis, par exemple. C'est la communauté de communes du Pays d'Ancenis qui a pris cette compétence obligatoire, sans compensation. 4 salariés ont été embauchés, donc un coût annuel entre 250 et 280 000 euros. Donc c'est un exemple. Ça représente une... Oui, c'est important. Mais on a vu donc, la réforme des rythmes scolaires, même chose, la mise en place d'étapes, donc c'est à la charge des communes. Il y a effectivement une aide de l'État qui n'est pas négligeable, qui est de 45 € par enfant, mais le coût réel se situe entre 120 et 150 €. Alors cette décision de baisse des dotations de l'État, elle est contestée à droite comme à gauche. La preuve, on en parlait la semaine dernière dans notre émission, ce courrier envoyé par Johanna Rolland à François Hollande cet été, un courrier également signé par les maires de Paris et de Lyon pour dire leurs inquiétudes. Trop de baisse et trop vite, dit-elle. Vous pouvez nous assurer que ce n'est pas un combat partisan ? Ce n'est pas la droite contre la gauche. Pas du tout, pas du tout. L'Association des maires de France est une association fédérative. Donc, où il y a l'ensemble des communes de gauche qui vont participer à cette mobilisation. Bien sûr, bien sûr. La mairie de Saint-Herblain participe, la mairie de Nantes, évidemment. Mais vous savez, ces documents qui ont été signés, qui ont été envoyés donc, à toutes les communes, sont signés donc, de François Baroin et d'André Léniel. Donc, c'est bien... Donc, alors, là. Justement, il y a des combats de chiffres dans cette situation-là. François Baroin, donc le président de l'Association des maires de France au niveau national, parle de 3000 communes en grave difficulté budgétaire. La ministre Marie-Lise Lebranchu parle d'une trentaine. En clair, êtes-vous alarmiste ? Alors, entre 3000 et 30, oui, c'est surprenant, mais... C'est des déclarations qui ont été faites à la radio. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ce nombre de communes, à mon avis, c'est plus important que ça. Parce qu'il y a 36 000 communes en France. Toutes les communes vont avoir des difficultés donc à court terme. En grave difficulté financière, on parle. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Donc, en difficulté financière, pour une bonne partie, parce qu'ils ne vont pas pouvoir assumer donc, les prévisions qu'ils avaient faites lors des campagnes électorales. Donc, de nombreux projets vont être annulés. Ça veut dire que si les projets sont annulés, il y aura moins de travaux pour nos entreprises, que ce soit nous avions ce matin aussi la Fédération des travaux publics et la Fédération du bâtiment qui sont très inquiets puisque tous ces travaux de la commande publique donnée aux entreprises, aux petites entreprises, ne seront plus d'actualité. Pour la crise, donc pour le budget des communes, donc en grave difficulté, j'en ai pas connaissance sur le territoire. C'est juste, en fait, des investissements moindres et des bâtiments qui vont rester, donc il va y avoir une vétusté plus importante. La solution, c'est aussi de moins dépenser.
Alors, il y a des chiffres qui sont parus. L'État a fait plus d'efforts que les collectivités locales ces dernières années. Depuis 2010, les dépenses de l'État ont augmenté de 4%, celles des collectivités de 10%. Comment expliquez-vous cette contradiction ? C'est vrai, ce sont des chiffres intéressants, mais ça reflète exactement ce que je viens de vous dire. Nous avons des charges supplémentaires sans dotation complémentaire. Donc forcément, si on nous transfère des charges sans compensation, évidemment que ça baisse d'un côté et ça augmente de l'autre. Mais je vais pas. Ce qui est surprenant, vous savez. Est-ce que vous avez l'impression que les maires parfois font des dépenses qui ne devraient pas se faire quand on a le compte dans le rouge? Il faut stopper certains projets? On peut stopper des projets, effectivement, ou on peut les reporter. On peut toujours le faire, mais c'est au détriment du confort aussi de nos concitoyens, malgré tout. Est-ce qu'on paye des abus qui ont été faits ces dernières années, finalement? Une mauvaise gestion publique? Ce sera ma dernière question. Parce je voulais faire joker là-dessus, alors ça ne marche pas. Non. Pourquoi? Moi, je ne vais pas juger mes collègues. Chaque maire est élu donc, par ses concitoyens. Si une municipalité a fait des abus, ils sont le coup d'après, ils ne sont plus là en principe. Hein. Donc si les maires sont reconduits dans leur fonction, c'est qu'ils ont une gestion de la commune satisfaisante. Et pour l'image des maires, bien sûr, c'est important cette mobilisation. Donc samedi, dans les communes de Loire-Atlantique, mobilisation pour l'appel du 19 septembre pour plus de moyens, tout simplement. Merci beaucoup, Maurice Perrion. Merci à vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur notre site internet telenantes.com et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Télénantes.